Je vais passer maintenant la parole à Marc Barra. Donc Marc, vous êtes chargé de mission économie et biodiversité chez Nature Paris. Vous allez nous parler un peu de Nature Paris. Vous êtes aussi écologue. Alors vous venez plutôt de l'écologie scientifique et vous êtes venu dans le monde du bâtiment. Vous allez nous faire part de votre vision et de votre expérience. Bonjour. Et voilà, plutôt que chargé de mission économie, c'est un titre qu'on me donne à Nature Paris. Au départ, je suis écologue. Donc, on me demande souvent d'ailleurs, c'est quoi un écologue en fait? Les gens me disent que c'est un écologiste en fait. Écolo. Donc, je dis, pour l'anecdote, je dis, c'est comme si un sociologue était forcément socialiste. Pas forcément, ça n'a pas de rapport. Un économiste économe encore moins. Donc, un écologue, c'est comme disait Madame la directrice du bâtiment durable, c'est quelqu'un qui s'inspire qui s'inspire de la nature pour imaginer des solutions. Et moi, je suis plutôt un écologue urbain. En fait, comme vous voyez sur le dessin derrière, l'idée, c'est d'essayer de s'inspirer de la biodiversité, de ses mécanismes, de ses fonctionnements, pour imaginer la ville durable de demain, et de manière transversale et la plus globale possible. Et l'équation qu'on nous a donnée à résoudre, si je peux dire, c'est la suivante, c'est comment concilier l'urbanisation et ses conséquences sur le monde vivant, parce que ce que vous voyez sur les graphiques derrière, c'est le travail qu'on mène à Nature Paris, c'est évaluer l'état de santé de la biodiversité dans un milieu qui est très urbanisé, et puis le constat il est général et plutôt accablant, en tout cas en Ile-de-France, je pense qu'en Bourgogne c'est la même chose. L'urbanisation conduit à la disparition de la plupart des espèces qui étaient inféodées à des milieux naturels, et des espèces ici sur les diapos qui sont cibles, c'est-à-dire des espèces clés de voûte, en fait, qui nous donnent les tendances générales des autres espèces. Alors, on a les chauves-souris, on a les papillons, et on voit fortement qu'au plus on progresse dans le gradient de l'urbanisation, au plus les espèces disparaissent. Et cette équation, elle a une deuxième variable, c'est le besoin de construire. Et si vous avez suivi l'actualité, le gouvernement nous dit qu'on a besoin de construire 500 000 logements d'ici 2017. Donc comment on résout ce besoin de construire, d'urbaniser, d'imperméabiliser un peu plus, avec la nécessité de préserver la biodiversité que l'urbanisation détruit derrière. C'est pas facile à résoudre, mais on va essayer de donner des pistes de solutions. D'autant plus que quand on parle de biodiversité, on a un problème de définition souvent. La première image de la biodiversité qui nous vient à l'esprit, c'est celle des espèces tout court d'ailleurs, et puis celle des espèces remarquables. La plupart des écologues, des naturalistes s'intéressent quand même beaucoup aux oiseaux, à la flore, aux espèces plutôt rares et remarquables, alors que la première biodiversité impactée par l'urbanisation, c'est celle que je mets sur cette diapo, c'est la biodiversité ordinaire qu'on ne voit pas invisible, qui est dans les sols, par exemple, les sols, qui est l'élément fondamental. Moi, quand j'étais en cours d'écologie, mes profs me disaient le sol, c'est la vie. Et ils me disaient aussi d'ailleurs, si on ne s'intéresse pas au sol, c'est parce qu'il n'y a pas de panda dedans. Ce qui illustre bien l'histoire, en fait. C'est que dans le sol, vous allez trouver des millions de micro-organismes, d'insectes, de bactéries, qui en poids sont sûrement plus abondants que la plupart de toutes les autres espèces, mais qui ont vraiment peu d'intérêt, voilà, à ces petites bêtes, les lombriques, etc. Il y en a peu qui s'y intéressent, enfin, de plus en plus quand même. Et ils assurent un ensemble de processus et de fonctionnalités qui sont essentiels au vivant. Et ça, c'est un des messages que je voudrais faire passer, c'est que derrière la biodiversité, il n'y a pas qu'une notion d'espèce, c'est une notion de processus, de fonctionnement à conserver pour le bien-être, enfin, pour le vivant en soi et pour le bien-être des humains derrière qui en bénéficient. Et si on continue dans la question de ces processus, qu'est-ce qui est perdu du fait de l'urbanisation? Ce rôle des sols en premier, qu'est-ce que moi, quand je parle d'un sol à des gens comme ça, je dis, pour moi, c'est comme un filtre Brita. Vous connaissez ces filtres-là. Ça absorbe l'excédent d'eau de pluie, ça l'épure grâce au travail des micro-organismes et des bactéries, et ça la renvoie vers les nappes. Ce rôle-là, en plus, il est gratuit, et on le perd quand on imperméabilise les sols de trop, ou alors, imperméabiliser, ça peut être de l'asphalte, ça peut être du tassement excessif, ça peut être des fondations, du terrassement, etc. Donc on perd ce rôle de filtre d'eau, et on perd derrière les bénéfices en termes de fertilité, parce qu'un sol, c'est le recyclage de la matière organique, les cycles biogéochimiques, et donc tout ce qui est nécessaire derrière à la végétation pour prospérer. Donc j'enchaîne du coup sur perte de sol. Si on n'a plus le sol qui est la base de la vie, on n'a plus la végétation, qui pourtant a des rôles fondamentaux pour la biodiversité elle-même et pour les humains en termes de santé publique. Donc là, on a des liens directs en ville, en milieu urbain, entre la présence de nature, au sens large,
et les questions de santé. Là, je vous montre une étude qui a été faite récemment par Plantécité, donc un organisme qui est basé à Angers, national, et qui s'appelle les bienfaits du végétal en ville, où ils ont recensé, ils ont fait toute une analyse bibliographique de toutes les études qui recensent les liens entre végétation urbaine et régulation thermique, qualité de l'air, santé psychologique. Même dans certaines études au Royaume-Uni, on montre que la présence de végétation réduit l'intensité du crime par la présence de parcs, accélère plutôt la convalescence des patients dans les hôpitaux où il y a des fenêtres qui donnent sur les jardins, etc. Donc il y a de plus en plus d'études comme ça qui montrent que la présence du végétal, on va parler de végétal et de biodiversité au sens large, a des bénéfices pour les humains. Et donc en milieu urbain, parce qu'on, comme disait Isabelle, on est de plus en plus nombreux à vivre en ville, donc la priorité est la ville aujourd'hui sur ces questions de nature. Et en termes très techniques, il y a des études qui montrent qu'un mètre carré de lierre, par exemple, aspire tant de particules. Alors les quantités varient d'un article à l'autre parce que ça dépend des milieux, des contextes, etc. C'est difficile de donner une valeur absolue. Mais ça marche, et notamment les particules fines. Nous, en Ile-de-France, il y a un mois, on a connu un épisode de pic de pollution aux particules fines. Et donc si on avait eu plus de végétation, bien peut-être qu'on aurait réduit les impacts sur la santé. Donc c'est les médecins aussi qui le disent, hein, ce ne sont pas seulement les écologues. Donc si j'enchaîne, perte de sol, perte de végétation, si moins de végétation, moins de relais, moins de connexion, et donc fragmentation du territoire et perte de ce qu'on appelle la connectivité écologique. Isabelle parlait des trames vertes et bleues. Hein. Le but des trames vertes et bleues, c'est de conserver la connectivité entre les espèces, entre les éléments du vivant, pour leur dispersion, leur migration, l'alimentation, la reproduction. Alors là aussi, comme objet d'étude, on prend les oiseaux. Hein, on a la fauvette grisette, la mésange charbonnière, parce que ce sont des bons indicateurs. Et le but de conserver cette connectivité, c'est que les interactions continuent à se produire entre les êtres vivants, pour éviter ce qu'on connaît tous aujourd'hui quand on est dans la collectivité, comme les phénomènes d'invasion biologique, qui sont dus à quoi? Qui sont dus à des milieux très contraints, très fragmentés, très artificiels, dans lesquels certaines espèces hyper adaptatives vont progresser au détriment des interactions qui ont un effet tampon et un effet de régulation. Donc voilà encore une autre fonction apportée par le vivant. Et bien sûr, je pense que d'autres intervenants en parleront tout au long de la journée, mais ce qui nous intéresse aussi en ville surtout, c'est la qualité de vie et le bien-être. Et il y a une forte demande sociale, Olivier appelle ça les aménités, hein. Souvent c'est vrai que ce besoin d'aménités issus de la nature, en termes alimentaires, les jardins partagés, en termes de lien social et de reconnexion avec ses voisins, en termes simplement récréatifs, de se promener au bord d'un parc, d'une berge naturelle, etc., est exprimé de plus en plus par les citoyens, et c'est un des atouts de la nature. Donc la nature est multifonctionnelle. Elle est multifonctionnelle et elle nous apporte des solutions en ce sens. Et moi, ce que je voulais mettre dans cette image, c'est montrer la différence entre une solution uniquement technologique, pour un seul but, et une solution basée sur la nature, inspirée de la nature. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être entendu parler de cet exemple, ils ont peint 100 000 m² de toiture à New York pour augmenter l'albédo et donc réduire les consommations d'énergie des bâtiments. Donc ça a un effet direct sur la consommation d'énergie. La même chose à droite, c'est à Chicago. Ils ont réalisé des images thermiques et ils ont montré la différence entre des toitures qui étaient végétalisées et des toitures qui ne l'étaient pas. Et si vous arrivez à lire, on observe une différence de 40 degrés entre la partie végétalisée et la partie qui ne l'est pas. Donc dans les deux cas, on a réussi à diminuer l'effet du niveau de chaleur urbain et la consommation thermique des bâtiments. Sauf que dans le second, en plus de réduire les consommations d'énergie, on s'apporte tout un autre attirail de bénéfices que sont la filtration et la récupération des eaux de pluie sur les toits, parce que là vous avez des substrats qui dépassent 10 cm, donc ça retient les eaux de pluie, de la pollinisation dans les milieux très urbanisés, du stockage du carbone éventuellement, même si c'est difficile à mesurer. Donc la nature apporte des solutions multifonctionnelles par rapport à des solutions uniquement focalisées sur un seul élément, comme l'énergie. Et j'ai même essayé de calculer le bilan carbone global des pots de peinture utilisés. J'ai pas réussi, mais je pense qu'on est dans le rouge. Et si on compare ce qu'on gagne sur l'isolation des bâtiments par rapport au bilan carbone de la peinture, je pense qu'on en est sur quelque chose. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous amène, enfin, en tant qu'écologue, à réfléchir sur cette focalisation aujourd'hui, c'est ce qu'Isabelle a pointé, sur l'énergie, sur la recherche de l'isolation maximale, la recherche de la plus grande efficacité thermique,
moi, la question que je me pose, donc d'une part, en termes d'énergie elle-même, Isabelle en a parlé sur l'énergie grise, est-ce que si on fait vraiment l'analyse du cycle de vie de tous les matériaux utilisés, on ne se retrouve pas avec des matériaux énergivores? Parce que la question, elle est très simple. Si faire des bâtiments efficaces énergétiques, ça a un seul but, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc si on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou réduire l'empreinte carbone en réalisant des bâtiments basse conso, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Et pour l'instant, le compte n'y est pas. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'en termes de biodiversité et de tout ce dont on a parlé auparavant, les bâtiments aux nouvelles normes ne répondent pas à nos objectifs, ne répondent pas à la perte de milieux naturels et de végétalisation, ne répondent pas à la question des sols, de la perte de fertilité, de la surimperméabilisation. Et donc on se retrouve face à un dilemme, ou en tout cas une nouveauté, que nous, écologues, on essaie de poser en dialogue avec les architectes, les théoriciens, pour se dire comment concilier efficacité énergétique et prise en compte de la biodiversité. Ne serait-ce qu'en termes d'espèces, j'ai repris une slide d'un de mes collègues ornithologues qui montrait lors d'un récent colloque que, en termes uniquement d'accueil des espèces, les bâtiments aux nouvelles normes qui ont tendance à s'uniformiser et à avoir des propriétés de façade toujours plus lisses, toujours plus uniformes, on n'accueille plus du tout les oiseaux qui sont inféodés aux bâtis comme le martinet, les hirondelles, qui préfèrent de loin les bâtiments anciens dans lesquels on continue à trouver des infractuosités, des petits recoins où elles peuvent nicher, où elles peuvent se poser. Et donc, même qu'en termes d'espèces, je parle plus en termes de fonctionnalité, on a déjà une perte évidente au niveau des nouveaux bâtiments. Donc il y a des solutions aussi à trouver ici. Par ailleurs, moi quand je me balade dans les écoquartiers, parce que maintenant il n'y a plus un seul projet qui ne s'appelle pas écoquartier, je me trouve face à des situations paradoxales. D'autant plus quand c'est les nôtres, parce que celui-là c'est le futur bâtiment dans lequel Nature Paris sera accueilli à Pantin, qui va s'appeler la Cité de l'Environnement, donc qui est bien sûr aux dernières normes énergétique, thermique, et c'est un bâtiment à énergie positive, mais quand je me balade sur la terrasse, je tombe sur une terrasse en teck, donc du bois tropical qui participe à la déforestation derrière, et puis je tombe sur une végétalisation de type plaque de sédum sur 2-3 cm, on va en reparler après, mais qui est bien peu favorable à la biodiversité. Alors, je me permets d'autant plus de critiquer que c'est nous-mêmes, c'est la région, tout en disant, en accusant personne, mais en disant, voilà, aujourd'hui on se trouve avec cette question de la biodiversité face à des paradoxes, des questionnements qu'il va nous falloir résoudre. Et du coup, comme on est dans le tâtonnement, on avance pas à pas, il y a plein de réalisations qui se font, et il faut qu'elles se fassent, mais on reste quand même dans la prise en compte de la biodiversité, dans des tentatives un peu symboliques aujourd'hui. Vous avez tous vu des grands murs végétalisés, des grandes toitures végétalisées. Celui que je vous ai mis en haut, c'est le dernier mur végétalisé de Patrick Blanc sur un centre commercial Alpha Park en Ile-de-France. À droite, c'est un projet qui avait été présenté par un bureau d'études sur la végétalisation de la Tour Eiffel. C'est assez intéressant quand on analyse ici encore le bilan global de ces aménagements-là. On a parfois des surprises en termes de ressources que ça consomme, en termes d'eau, d'empreinte eau, d'empreinte carbone, et puis d'un point de vue de la biodiversité, le choix des espèces n'est pas tout le temps cohérent, etc. Puis j'ai mis les ruches parce que qui n'a pas sa ruche sur le toit aujourd'hui de son siège ou de sa mairie, nous les premiers, effectivement, sauf qu'on se rend compte en Ile-de-France qu'il y a environ 380 ruches sur tous les toits de Paris, en Ile-de-France 3500, et qu'elles ont tendance aujourd'hui à faire compétition avec les pollinisateurs sauvages. Parce qu'il y a à peu près 10 000 espèces de pollinisateurs sauvages. Et donc on se trouve face à des effets de mode qui ont des conséquences inattendues derrière sur le vivant. Et c'est bien cette complexité, cette vision systémique qu'il faut essayer d'avoir pour appréhender un projet. Je vais aller vite parce qu'il me reste peu de temps. Voilà. Et nous, quand on est écologue et qu'on arrive sur un projet, on reprend nos cours d'écologie. Et qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est qu'en écologie, on apprend que la prise en compte du vivant, c'est non seulement une diversité génétique et spécifique élevée, pour pouvoir s'adapter comme police d'assurance, de l'hétérogénéité spatiale, c'est pas faire tout au même endroit, de l'adéquation, ça a été dit, avec le contexte local, c'est je regarde ce qui a de présent à côté dans mon diagnostic et je refais pareil sur mon projet. La recherche de l'auto-entretien, du bouclage des cycles,
Ça, c'est notamment en lien avec les sols. Les sols imperméabilisés ne peuvent plus réaliser leur cycle, le cycle de l'eau, le cycle des nutriments, le cycle du carbone. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. La connectivité, on en a parlé. La complexité des réseaux aussi, qui mange qui prédate qui. Voilà, donc nous, c'est avec cette grille de lecture-là qu'on arrive sur les projets. Je vais passer ici, parce que j'ai encore quelques slides. L'idée, moi aujourd'hui, un des messages que je voulais faire passer, c'est que d'ailleurs, la première question qu'on se pose, c'est le meilleur bâtiment pour la biodiversité n'est-il pas celui qui n'est pas construit? Finalement, comme ça, on se passe de consommation foncière, même si on peut faire bien dans les nouveaux projets. Mais j'ai regardé un petit peu, et je suis tombé avec chance sur une étude du CEREMA, qui montrait qu'en Bourgogne, il y a à peu près 100 000 logements vacants. Et donc c'est quand même peut-être la première piste, la première cible de préservation de l'environnement, en tout cas, et de la biodiversité, c'est l'utilisation des surfaces porteuses existantes. Et derrière, le besoin de rénovation. Donc ces trois questions se posent en premier. Faut-il construire? Oui ou non? Et après, où construire? Et enfin, comment construire? Et là, la vision de l'écologue, elle essaie de se focaliser sur différents types d'échelles et sur toutes les échelles, parce que la prise en compte de la biodiversité dans le bâti, c'est pas uniquement la parcelle et sa gestion. On parle beaucoup de gestion des espaces verts, mais il y a aussi la prise en compte de l'insertion du bâti dans son territoire, et cette notion de trame verte et bleue, se mettre en cohérence avec en Bourgogne, où vous avez un schéma de cohérence écologique qui est en cours, et donc il va falloir mettre les documents d'urbanisme en cohérence avec ces schémas-là. Et puis on descend jusqu'à la parcelle, l'îlot, le bâti. On va pouvoir faire tout un tas de trucs. Et Isabelle en parlait, il y a aussi cette échelle extraterritoriale qui est celle des matériaux et qu'il va falloir prendre en compte également. Donc un nombre considérable de solutions, et moi c'est un message que je veux aujourd'hui, c'est qu'il y a un boulevard d'imagination pour imaginer des solutions de prise en compte vivant dans les projets de construction. Je voulais vous mettre cette diapo parce qu'on vient de terminer un colloque annuel de Nature Paris qui s'appelait quelle qualité de la nature en ville, quelle nature en ville. C'est par rapport à tous ces aménagements dont vous parlez, de type toiture, murs végétalisés qu'on voit aujourd'hui, et dont on questionne, alors nous et autres associations, de plus en plus la qualité biologique, la qualité écologique. Parce qu'aujourd'hui, sur les toitures végétalisées, 95% du marché est composé de ce type d'aménagement. Ce type d'aménagement, c'est, bon, 95, allez maintenant 90, ça commence à réduire. Ce sont des plaques de 50 sur 50, de sédum sur pouzzolane, sur matière très minérale, de 2 à 3 cm, qui finalement, quand on se balade et qu'on va faire des inventaires spécifiques dessus, on ne trouve pas grand-chose. Ça n'a pas besoin d'intérêt pour la biodiversité, et puis de toute façon, ça saute aux yeux de par son uniformité. Alors que derrière, on recherche au contraire l'hétérogénéité, la diversité. De plus, c'est assez consommateur en ressources, en arrosage. Ici, vous voyez toutes les lignes d'arrosage autour. Donc ça pose question, est-ce que la prise en compte de la végétalisation du bâtiment doit être toujours comme ça ou pas? Je passe ici. Alors qu'on peut faire bien mieux. Et d'ailleurs, vous avez à droite un toit végétalisé, vous avez la personne dans la salle qui l'a réalisé, qui est Philippe Végère et qui interviendra cet après-midi, qui montre qu'en s'attachant à 3 critères prépondérants, que sont le choix de la végétation, essayer de reproduire les conditions des écosystèmes dans lesquels on se trouve, la qualité du substrat, sous-entendu, essayer de reproduire les conditions d'un sol naturel. Avec 3 ou 4 cm de substrat minéral, on ne peut pas reproduire les conditions d'un sol naturel. Donc il y a un intolérable, il y a l'importance, mais en montant jusqu'à 8, 10, 12, 20 cm, un apport de matière organique également, on peut recréer des conditions dans lesquelles les plantes pourront s'auto-entretenir, s'auto-suffire. Et puis, la diversité des habitats et des milieux créés, comme sur ce petit dessin qui a été réalisé par des Britanniques. Donc, pour moi, le message, il est celui-ci, c'est la prise en compte de la biodiversité dans un projet est une affaire de cas par cas. On ne peut pas avoir un modèle standard et un modèle uniforme dans toute la France. Une toiture végétalisée, par exemple, ne peut pas être la même en Méditerranée que dans le Nord-Pas-de-Calais. Les conditions de pluviométrie ne sont pas les mêmes, les espèces locales et les bassins climatiques ne sont pas les mêmes. Et donc ça nous demande une réflexion, le regard de l'écologue, au cas par cas, projet par projet. Et on peut faire plein de choses intéressantes. Je reprends ça de Britanniques et de Suisses qui font des travaux superbes, qui sont venus nous présenter ça lors d'un colloque. Mais sur les toitures, on est capable de faire des toitures aujourd'hui avec des espèces natives, avec des sols qui marchent, sans arrosage, qui s'autosuffisent et qui marchent très bien aussi.
Pareil pour les murs, exactement la même question. Est-ce que le bilan global... Alors moi, je suis le premier fan des murs végétalisés de type quai Branly, parce que c'est beau, tout simplement, ou les murs intérieurs, je trouve ça super beau. Ceci dit, quand les premiers ont été construits, on remarquait qu'ils consommaient 24 heures sur 24 une quantité d'eau. Quand on remarque que ça nécessite quand même, c'est des coûts monstrueux, des bardages en acier pour tenir, des substrats, de la sphène du Chili, et puis des espèces qui sont changées tous les 15 jours parce qu'elles sont tropicales et qu'elles ne tiennent pas, etc. On peut se demander si on n'a pas gagné dans une poche et perdu dans l'autre. Alors qu'on n'a finalement rien fait de mieux que les plantes grimpantes, qui ont juste besoin de temps pour pousser, et qui abîment parfois les façades, c'est la question qui revient tout le temps, mais en tout cas qui, niveau fonctionnel, apportent autant de bénéfices sur l'hygrométrie, la régulation des températures, les pollinisateurs. Le lierre d'ailleurs fleurit en septembre. Quand tous les autres végétaux ont arrêté de fleurir, du coup ça apporte un gîte découvert pour les insectes qui restent à la fin de la saison d'été. C'est tout autant intéressant. Mais voilà, c'est plutôt pour parler de cette notion de qualité, faisons attention à ce qu'on fait quand on fait de la biodiversité. Et puis, au niveau plan grimpante, encore chez nos amis suisses, les travaux de Nathalie Baumann en Suisse qui montrent qu'avec les plans grimpantes, on peut faire des choses fabuleuses et qui demandent beaucoup moins d'entretien. Et les inventaires derrière qui sont réalisés montrent qu'en termes d'insectes, c'est génial. Ça, c'est une petite image rigolote et utopique. On ne va pas aller jusqu'à faire des maisons de Hobbit. Mais voilà, en Suisse, certains architectes se sont permis. C'est des toitures végétalisées qui font à peu près 1 mètre d'épaisseur, une végétalisation qui est finalement intouchée parce que ça s'autorégule et ça se gère. Moi, je mets cette photo pourquoi ? Pour dire que en matière d'architecture, on peut faire des millions et des millions de combinaisons possibles sur les formes et structures du bâti. Et donc, il y a là aussi matière à innover pour prendre en compte tous ces aspects-là. Je voulais parler rapidement des sols, s'il me reste encore 3 minutes, je vais faire ça vite. Sur les sols, qui reste pour moi un élément crucial de prise en compte du vivant dans les projets de construction. Les espèces, d'accord, la végétalisation, d'accord, mais il y a aussi les sols et leur fonctionnalité. Pour pas en arriver à faire, même si c'est génial, ce que fait par exemple ici la ville de Strasbourg, c'est que maintenant elle déminéralise ces espaces en ville. Ils se mettent à choisir des espaces qui ont été minéralisés et à les désimperméabiliser. C'est génial, mais on paye 2 fois. On paye 1 fois pour l'asphalte et puis on paye 2 fois pour le retirer. Donc autant prévoir très en amont, et puis ça on va en parler toute la journée, la biodiversité c'est en amont. Mais on commence à voir des choses qui se réalisent de plus en plus. Alors moi, mon dadage, j'arrête pas d'essayer de trouver des projets qui sont construits sur pilotis. Parce que ça m'amuse et que je trouve ça génial. Et il ne s'agit pas de faire ça partout, mais disons qu'il n'y a pas 36 000 solutions finalement d'éviter la dégradation des sols et la dégradation générée par les fondations, le terrassement. Et certains projets comme ça naissent sur pilotis qui marchent plus ou moins bien d'ailleurs. Hein, on voit il y a certains pieux qui craquent, ce qui montre le besoin d'essayer d'innover et de faire de la recherche. Mais sur des projets comme l'écoquartier du Séquet là-haut, ou dans le Val d'Oise en bas, on a des bâtiments sur pieux, certaines fois vissés, certaines fois coulés, dans lesquels ils ont laissé des sols filtrants. Et donc, ils ont constaté d'ailleurs, certains ne l'ont pas fait du tout pour des questions de biodiversité, mais ils ont constaté pour certains projets que ça jouait le rôle de corridor écologique pour les petits mammifères qui passaient en dessous, et que ça conservait des sols filtrants. Et donc on se passait de canalisation d'eau, on se passait de tous les coûts excédentaires de traitement des eaux, qui finalement soit infiltrent, soit ravinent, et même dans un bassin central qui devient récréatif. Donc c'est des pistes à explorer pour les architectes. Je vais passer le message. Voilà, je passe, j'ai pas le temps. On en reparlera dans la journée, mais en matière d'infiltration des eaux de pluie et de préservation des sols et du cycle de l'eau, tout un attirail de solutions existe aujourd'hui, les evergreens, les pavés drainants. Là aussi, il y a une notion de qualité derrière. Comment on réalise ça, comment on le met en œuvre. Il y a tout un boulevard de solutions. Je vais vite parce que je voulais parler d'un dernier point, qui est pour moi le challenge de demain. Et pour le mieux l'expliquer, j'ai fait faire un petit dessin. Isabelle a commencé à en parler. C'est tout ce qu'on ne voit pas finalement dans un bâtiment. Parce que quand bien même on aurait renaturé toutes les villes, là il nous resterait la question du contenu des bâtiments en matériaux. Je parle de biodiversité grise pour faire l'analogie avec l'énergie grise, mais pour moi chaque matériau c'est une histoire. Et cette histoire elle commence dans des milieux naturels dans lesquels sont prélevées les matières premières et finit donc soit dans des décharges, soit sous les routes, où un destin différent pourrait être réemployé.
Et c'est cette histoire qu'il faut retracer à travers les analyses de psychologie pour comprendre les incidences sur la biodiversité. Et donc quand moi je vois sur le futur bâtiment à Pantin, ou comme l'écoquartier de la ZAC de Bonn, où il y avait exactement la même terrasse avec du bois en teck, on se dit, est-ce qu'on doit continuer à faire des bâtiments économes en énergie tout en générant des impacts sur la biodiversité ailleurs, soit de la déforestation, soit des mines et des carrières, qui peuvent être bien gérées, mais vous connaissez sûrement tous l'histoire du granit de Chine. Aujourd'hui, 90% du granit français vient de Chine. Donc il fait 10 000 km de bateau, 3 000 de train, et puis il arrive sur le parvis de nos mairies qui sont rénovées, ou de nos quartiers labellisés environnementalement. Et donc ça pose question. Et moi je suis fan du travail que fait Alter Bourgogne, et j'ai trouvé ce document que j'ai trouvé absolument formidable, qui était la quantification des flux de matériaux qui transitent par la Bourgogne. Et ça ne va pas jusqu'à leur provenance, mais en tout cas ça montre que la région est dépendante de matériaux qui proviennent de l'autre bout du monde. Et donc on a ce travail à faire aussi, qui n'est pas facile, hein, c'est un peu des lettres au Père Noël. Je dis, mais l'idée c'est de savoir, est-ce qu'on peut remonter jusqu'à l'origine des matériaux pour pouvoir mieux les gérer, donc gagner en transparence, gagner en information et réduire les circuits. Et certains le font de plus en plus. On a parlé des matériaux biosourcés hier, il y a de plus en plus de projets qui posent question aussi, est-ce qu'un matériau biosourcé est forcément favorable à la biodiversité? Non, tout dépend du mode agricole qui est derrière. Le chanvre, le lin, la paille, le miscanthus, tout dépend de comment on les cultive. Et ce projet qui est en bas à droite, c'est un projet qui a été réalisé à Lausanne, où ils ont décidé de faire un bâtiment avec des matériaux d'un rayon de 50 km. Donc ils n'ont pas eu le choix, ils avaient trois types de matériaux, de la paille de la forêt, de la paille des agriculteurs, du chêne de la forêt lausannoise et de la terre issue du chantier. Et donc ils ont fait une structure porteuse bois, un mur emplisé avec la terre du chantier et de l'isolation de paille. Et aujourd'hui ça marche très bien, le bâtiment a une énergie, donc répond aux normes énergétiques. Il fait bon vivre à l'intérieur, on ne voit même pas que c'est de la paille, parce qu'on nous dit vite c'est la maison des 3 petits cochons, etc. Et donc il y a vraiment des solutions à ce niveau-là. Voilà, je m'arrête là, j'ai dépassé mon temps. C'était pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire quand on est écologue, quand on s'associe entre écologues et praticiens. Et en tout cas, je répète ce message, c'est qu'il nous reste tout à construire et il y a un boulevard de solutions à expérimenter et à tester. Je vous remercie.